Salut à tous, c'est Julien et c'est un nouveau carnet du geek qui est un petit peu spécial. On va revenir sur 6 mois de Hackintosh. Donc ça fait un petit peu écho à l'épisode 1 que vous avez sous les yeux là. Je suis sur la page, donc si vous ne l'avez pas vu, évidemment regardez le carnet du geek épisode 1. C'était mon tout premier épisode sur le Hackintosh qui a été très bien accueilli. Apparemment ça répondait à beaucoup de questions. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui se demandaient ce qu'était le Hackintosh et pas mal d'entre eux, ils songeaient carrément pour une utilisation professionnelle. C'est assez intéressant de voir en fait le retour que j'ai eu, que ce soit sur ma page Facebook ou via les commentaires de YouTube. On m'a posé énormément de questions pour savoir si ça marchait bien, pour avoir des conseils aussi. En même temps, je vous invitais dans la vidéo à me poser des questions, donc c'est bien, j'ai eu pas mal de participation. Et donc je me suis dit, je vais faire un petit carnet du geek. En gros, le Hackintosh, 6 mois après, donc la vidéo a été postée le 7 février. Donc je suis pas tout à fait sur les 6 mois, sauf que moi j'utilise le Hackintosh depuis un petit peu avant la vidéo. Mais bon, en gros, voilà, il s'est passé un certain laps de temps. Je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Et donc la question qu'on peut se poser, et à laquelle je peux vous répondre maintenant, ou en tout cas essayer, c'est en gros, est-ce que ça marche? Donc vous allez voir, je vais vous donner quelques éléments. Et j'en profite au passage, puisque ça correspond quand même à l'actualité de la conférence Apple, puisqu'on est là le 10 juin, je crois. Et la conférence était il y a une semaine. Et donc je vais vous donner au passage ce que je pense du prochain OS 10, Yosemite, ou Yosemite, je sais pas comment on va le prononcer en français, mais bon, c'est pas grave. Donc 10.10 en gros, voilà, OS X 10.10 et iOS 8. Alors vous pouvez vous dire, on s'en fout d'iOS 8, là on parle de Hackintosh. Le truc c'est qu'il y a quand même une convergence en route chez Apple sur les deux systèmes, et je pense qu'il est assez inévitable maintenant de parler de iOS quand on parle de OS X et inversement. Donc on va faire le système habituel, un petit carton qui pose une question sous forme de FAQ, de foire aux questions, et j'essaye de vous répondre. Alors, est-ce que ça marche vraiment? Qui est probablement la question la plus intéressante, c'est pour ça que je la pose en premier, et c'est celle qu'on me pose tout le temps, donc au moins autant y répondre tout de suite. Est-ce que ça marche vraiment? Évidemment, ça dépend. Alors, je vais parler de mon cas. Dans mon cas, ça marche. Je peux travailler avec tous les jours. Je vais vous faire un petit récap vite fait, histoire de ne pas répéter tout ce que j'ai dit dans la première vidéo, mais de ma config. Donc c'est basé sur un i7, un hexa-core, d'une plateforme ancienne maintenant, puisque forcément il y a Aswell Refresh qui est sorti, et donc moi j'avais déjà pris une plateforme ancienne à l'époque. Donc je suis basé sur un hexa-core, c'est du LGA 2011 le socket il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Sur une Asus X79, donc c'est un chipset qui est relativement facile à installer niveau Hackintosh. Donc il n'y avait rien de vraiment spécial à faire. Ça bootait pas, mais bon, en passant les bons paramètres au boot, j'ai pas eu trop de soucis. Ça s'est installé facilement, ça a booté facilement. Il y a 32 Go de RAM, mais ça c'est pareil, la RAM elle est reconnue. Bon, on peut en mettre 8, 16, 32, 64. C'est pas trop le souci. Il y a une GeForce 770 GTX qui marche super bien, qui est reconnue par After Effects et Premiere au niveau de CUDA et au niveau d'OpenCL aussi, donc il y a les deux. Donc c'est l'avantage par rapport à une carte AMD. C'est qu'AMD vous serez reconnu qu'en OpenCL et pas en CUDA, puisque CUDA est propriétaire à Nvidia. Donc autant passer sur du Nvidia pour avoir les deux. L'USB 3 est reconnu. C'est pas du Thunderbolt sur ma carte mère, même si je pense que c'est un port qui n'a pas vraiment grand intérêt, mais bon bref. Voilà, c'est une config assez pas traditionnelle, mais c'est un truc qu'on retrouve assez souvent chez les builds de Hackintosh. Vous pouvez aller voir donc le site sur Multibist et le forum TonyX86. Vous verrez qu'il y a énormément de gars qui ont monté des Hackintosh basés sur des quad ou hexacore sur cette plateforme, et avec du Asus X79, c'est pas tellement compliqué à monter, quoi. Donc en gros c'est stable, on peut s'en servir tous les jours, on peut bosser dessus tous les jours. Est-ce que j'ai eu des merdes? Oui. J'ai eu en 6 mois, peut-être en utilisant quasiment tous les jours, parce que des fois je boot sur Windows pour certaines raisons, des fois je bosse sur mon Mac, et accessoirement j'enregistre sur le Mac, là je suis désolé. Ça fait pas super convaincant pour le gars qui dit que ça marche tous les jours sur Hackintosh. Mais en l'occurrence, bon, sans vous raconter ma life, mais ma tour en fait est dans une autre pièce dans mon bureau, et là j'enregistre dans un endroit où il y a un fond un peu plus joli en fait, histoire que ce soit un peu plus sympa pour vous, puisque dans mon bureau derrière ma chaise en gros il y a un mur, c'est extra moche, et en gros j'enregistre mes carnets du geek maintenant dans cette pièce là. Bref, tout ça pour dire que je vais pas bouger la tour, juste pour vous montrer que je suis sur le Hackintosh. Mais j'ai eu une dizaine de crashs,
et c'est tous les mêmes, et je pense que c'est toujours la même cause, et j'ai pas trouvé. Je sais pas si ça vient du Hackintosh lui-même, ou si ça vient d'une sorte de comment dire, plusieurs trucs ensemble qui le font planter, et qui auraient pu faire planter éventuellement un vrai Mac. Je sais pas en gros si c'est genre software, par exemple. Ça se produit, j'ai pas encore trouvé donc, mais ça se produit quasiment tout le temps quand il y a Steam d'ouvert. Vous allez me dire, tiens, il bosse sur Steam. Oui, donc je game pas mal. Donc Steam est souvent coupable, et j'ai une config de Steam qui est peut-être un peu spéciale, pas spéciale, mais bon. En gros, tous mes jeux sont installés sur un disque dur externe, avec une librairie externe. Vous savez que maintenant dans Steam, on peut déporter une librairie, histoire que ce soit pas dans le répertoire système. Et à chaque fois, c'est quand Steam est ouvert. Et récemment, j'ai eu un crash sur Premiere avec un projet en particulier, mais je pense que ça vient du projet. Notamment des liens vers des métrages qui devaient peut-être... pourtant, il me semblait qu'ils étaient tous résolus, mais il devait y avoir un gag avec le projet, et ce projet crachait systématiquement quand je l'ouvrais. Alors du coup, il crachait pas dans la version PC de Premiere, donc bon, voilà. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment des problèmes du Hackintosh lui-même, mais c'est peut-être le fait que ce soit Hackintosh plus quelque chose. Donc c'est pas méchant, parce que tout le reste du temps, quand j'avais pas Steam ouvert, ce qui est quand même ce qu'il faut faire quand on bosse quand même, je peux tourner dessus des jours, des semaines entières. J'ai dû avoir des uptime de 1 ou 2 semaines sans le redémarrer, et je l'ai redémarré voilà, pour le fun, quoi, mais il marchait très bien, enfin je veux dire, il ralentit pas, enfin bon, ça reste OS X, hein, c'est-à-dire que ça vieillit très bien, vous pouvez le laisser allumer 6 mois s'il le faut, ça fonctionne toujours aussi bien, quoi. Donc c'est stable, une dizaine de crashs que j'impute pas vraiment à la build elle-même, mais plutôt à une sorte de conjonction de trucs qui font que peut-être que ça plante. J'ai aussi un cas un peu particulier, c'est que j'ai beaucoup de disques durs externes branchés sur des hubs, et des hubs, pas des hubs sur des hubs, mais en gros tous mes ports USB 3 sont pris, et ils sont quasiment tous pris avec en plus des hubs USB 3. Enfin, mes ports USB 3 sont tous pris avec des hubs USB 3. Donc ça fait un nombre de périphériques USB 3 qui est hallucinant. Et au tout début de ma build Hackintosh, j'ai eu un petit souci avec l'extension USB 3, l'USB 3 n'était pas reconnu en fait. Et j'ai dû installer un Kext avec Xwizard, un truc qu'on fait assez souvent quand on fait une build de Hackintosh, c'est-à-dire qu'un driver qui marche pas, on installe un Kext qui est l'équivalent d'un driver sous Windows, si je veux traduire ça d'une manière un peu vulgaire. Et en gros, ça a permis au chipset USB 3 de ma carte mère, donc l'Asus Sabertooth CX79, de faire en sorte que le Mac, qui est sous Mavericks, au fait, je ne l'ai même pas précisé depuis le début, mais je suis toujours sur 10.9.1, j'ai pas fait les updates, puisqu'on va en parler un petit peu plus tard. Donc depuis que j'ai fait ce truc là, l'USB 3 marche, mais je le soupçonne, je sais pas, quand il y a des appels disques, peut-être pas je dirais pas des appels intensifs, parce que vous allez dire si on peut pas saturer les disques et que ça crache, c'est pas stable. Or c'est pas vrai, parce que j'ai fait des transferts genre de une nuit entière à transférer un backup de 1 Tera, et ça a pas craché, mais c'est dès qu'il y a ce disque avec Steam là qui est branché que ça déconne un peu, quoi. Donc voilà, c'est peut-être là-dessus où j'ai peut-être un petit doute. Sinon, voilà, la grande majorité du temps, j'enregistre des tutos dessus, je bosse en graphic design avec Illustrator, InDesign, Photoshop. Des Photoshop super lourds, je fais du dev, j'ai fait du timelapse là récemment, avec des gros rendus vidéo H264, avec Handbrake, avec Premiere, avec RLR Timelapse Pro, donc avec des applis qui sont quand même assez lourdes, et j'ai même fait souvent les trois en même temps, c'est-à-dire il y a un rendu un rendu Lightroom, pendant qu'il y a un rendu LR Timelapse, pendant qu'il y a un rendu à Handbrake, les trois en même temps. Parce que bon, avec l'Hexacore, du coup, c'est assez facile de balancer les trucs en même temps. Et ça marche super bien, il n'y a rien à dire, hein. Sur ces trucs intensifs, il n'y a pas de souci. Ça marche aussi super bien avec les machines virtuelles. J'ai quasiment tout le temps un Windows 8 qui est ouvert en même temps, en parallèle. Et la virtualisation marche super bien pour l'accélération 3D aussi. En ce moment, je suis un peu dans ma période Phantasy Star Online 2, qui est un free-to-play de Sega, qui est la suite de Phantasy Star Online, un des premiers jeux online d'ailleurs de l'histoire, hein, plus ou moins, massivement multijoueur de l'histoire, puisque c'était sorti sur Dreamcast à l'époque. Et il est pas, alors c'est pas le jeu le plus gourmand du monde, hein, c'est pas Crysis 3, mais ça me gonfle un petit peu pendant que je suis en train de faire un truc et que j'ai envie de jouer vite fait, de redémarrer sur Windows juste pour pouvoir lancer Phantasy Star Online 2. Bah figurez-vous que je balance une machine virtuelle et il tourne dans la machine virtuelle avec les mêmes perfs en Full HD, détail à fond, dans parallèle. Donc j'ai fait un petit épisode du Carnet du Geek sur les machines virtuelles, le 3, qui est ici. Poum, je vais l'ouvrir. Donc vous allez dans ma playlist Carnet du Geek et vous pouvez trouver des infos là-dessus. Et je dois déjà dire, je me souviens même plus, mais je dois déjà dire dans cet épisode que
les meilleures performances essentiellement c'est avec Parallel que vous les aurez. Donc sur ce Hackintosh, avec Parallel, il y a en plus d'excellentes performances en machine virtuelle. Normal puisque la machine est quand même relativement puissante. Donc ça marche là aussi super bien. Donc voilà, globalement le bilan est plutôt positif. C'est pas 100% parfait. Je vous ai évoqué les raisons, j'ai pas trouvé exactement le truc qu'il fait bloquer. Alors le crash, vous pouvez me demander ce que c'est exactement. En fait, le crash, c'est un truc un peu sournois. C'est pas un écran gris avec le kernel panique de OS 10, c'est juste un freeze. Et c'est un freeze avec le son qui continue derrière, ce qui me fait penser que... Donc c'est pas un kernel panique, c'est pas le noyau qui crache complètement et donc ça redémarre. Hein. Ça se bloque, donc il n'y a plus de souris, plus de clavier. Et le truc qui est un peu fou, c'est que si je fais un SSH sur la machine continue à répondre. C'est ça qui est bon, c'est-à-dire qu'avec mon Mac, avec mon Retina, avec mon portable, je me connecte en SSH et je peux ouvrir une session en ligne de commande. Et je peux balancer des kills, je peux killer les processus, etc. Mais ça fait rien, c'est-à-dire que ça reste bloqué, quoi. Donc vous voyez, c'est pas un crash vraiment complètement, on va dire, dur, quoi. Ça tourne encore en arrière-plan, mais j'arrive pas à le récupérer, quoi. Voilà, c'est un peu... ça reste quand même un crash, c'est-à-dire que dans tous les cas, je suis obligé de le redémarrer en dur, quoi. Donc bon, voilà, une dizaine de fois de janvier à aujourd'hui, 10 juin. Toujours avec plus ou moins les mêmes trucs autour. Voilà, c'est pas parfait. Pour être honnête, si je veux faire la mauvaise langue contre le Mac, j'ai utilisé pendant cette période de Windows 8 aussi et j'ai pas eu un seul crash. Donc il y a un petit souci quelque part sur ma build de Hackintosh, mais qui ne m'empêche pas de travailler. Et pour les cas assez fréquents où j'ai quand même absolument besoin d'un Mac, le fait d'avoir monté Hackintosh me sauve quand même pas mal la vie, puisque je peux bénéficier d'une machine avec beaucoup de RAM et beaucoup de puissance sans avoir à acheter un Mac Pro, qui était un peu l'argument quand même de ma première vidéo, de dire je fais le même score à Geekbench qu'un Mac Pro octa-core. Je suis à peine en dessous d'un Mac Pro octa-core qui est donc à 4500 € ou un truc comme ça, alors que ma machine en fait 2000 à peu près, même pas, quoi. Encore moins maintenant en plus, hein, puisque les composants ont baissé. Donc lui, le Mac Pro est toujours à 4500, mais la build que j'ai faite il y a 6 mois, vous pouvez la faire maintenant à 1600 € à peu près, quoi. Donc le rapport qualité-prix, si vous avez une build qui tient la route, c'est vraiment imbattable, si vous avez absolument besoin d'un Mac. C'est toujours après l'autre débat de dire est-ce qu'on n'aurait pas pu faire la même chose sur Windows, mais je réponds pas à ça puisque c'est pas vraiment le débat. Donc est-ce que ça marche vraiment? Je dirais oui, ça marche très bien. Sachant que vous trouverez tout un tas de builds sur Tony X86 où les gars, ils ont jamais un souci. C'est-à-dire que ça marche comme une horloge, quoi. Voilà. Il n'y a même pas les petits crashs que j'ai eu moi avec Steam là, qui traînent et que je suis pas sûr que... Voilà, je sais pas trop qui est fautif, mais je soupçonne Steam. Voilà, il y en a qui ont juste zéro problème, donc vous pouvez y aller. Vous allez peut-être un petit peu souffrir, comme je le dis dans la première vidéo, en installant les textes et en bootant, etc. C'est le risque en fait. Mais une fois que la build est installée, que ça reboot et qu'il n'y a pas de souci, ça marche vraiment. Voilà, c'est une solution viable et ça fera juste reculer ceux qui n'ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis. Alors les updates, ça c'est un vaste sujet, je suis peut-être pas le meilleur pour en parler en fait. Je ne les ai pas faites. Pas faites, on va l'accorder. Pourquoi? Parce que c'est une machine de prod et que ça marche. Donc comme on dit dans l'informatique, si c'est pas cassé, ne le réparez pas. Alors vous pouvez vous dire oui, mais alors dans ce cas-là, on tournera encore sur Windows XP sans les updates. Oui, alors il y a quand même deux poids deux mesures. Enfin voilà, faut quand même faire la part des choses. 10.9.1, c'est stable, ça marche, et ok, il y a eu des fixes de sécurité derrière, mais si votre ordi tourne derrière un routeur, un firewall, etc., bon, vous n'avez pas de raison de craindre quoi que ce soit. Ça tourne pas non plus sous, voilà, c'est pas Windows 98 non plus, donc 10.9.1 ça roule. J'ai pas voulu prendre le risque de faire l'update parce que comme c'est une machine de prod et pour ce que m'apportent les updates, c'est-à-dire juste des fixes, pas de nouvelles fonctions ni quoi que ce soit. Le 10.9.3 c'est le support des écrans en 4K, bon j'en ai pas donc je m'en fous un peu. Et accessoirement ça introduit d'autres bugs en plus. Voilà. 10.9.2 c'était des fixes de sécurité, donc là vous pouvez dire c'est quand même important, donc oui, mais comme je vous dis, je suis derrière un routeur et un firewall. Je m'en fous un petit peu que ma tour soit pas
pour faire de la vidéo, des tutos et du boulot en graphic design, ça me préoccupe pas plus que ça, quoi. Je serai sous ma machine sur Windows, ouais, sous Windows je fais les fixes parce que c'est sous Windows qu'il y a des bots qui tournent, c'est sous Windows qu'il y a des virus qui sont ciblés, enfin, c'est là où vous risquez un petit peu plus, quoi. Sur OS 10, le nombre d'attaques, en tout cas sur des machines de particuliers, avec des bots qui tournent et des vers, etc., enfin, faut regarder la vérité en face, il y en a très très peu, quoi. Donc vous êtes beaucoup moins sujet et vous êtes beaucoup moins une proie si vous êtes sur un Mac qui est pas tout à fait à jour que si vous êtes sur un Windows pas tout à fait à jour et qui n'a pas d'antivirus, par exemple. Donc j'ai pas fait les updates. Normalement, quand je regarde les forums, les gars qui étaient sur 10.9.1 ont fait l'update sans souci. Après, le coup du Hackintosh, comme je vous l'ai dit, je vous ai pas menti dans la première vidéo, il y a un petit côté roulette russe qui fait que c'est pas parce que ça a marché chez un gars que ça va marcher chez vous, parce qu'il a peut-être pas exactement la même config. Et donc ce genre de petite blague où vous avez un truc qui marche, vous faites une update et ça marche plus, très peu pour moi. J'ai trouvé ma config, elle fonctionne. La prochaine mise à jour où je me poserai la question, ce sera Yosemite, le prochain OS 10. Pourquoi ? Parce que là, il y a des trucs nouveaux, là il y a des trucs intéressants et ça peut améliorer ma productivité. Donc là je me pose la question. Des petits fixes, pardonnez-moi l'expression, mais des petites mises à jour à la con où il n'y a rien de spécialement nouveau, où ça change pas ma façon de travailler, ou en tout cas ça ne l'améliore pas, bah tant pis, je tourne toujours avec la même version, et puis franchement ça m'empêche pas de bosser correctement. Donc j'ai pas fait les updates. Je peux juste vous dire que normalement c'est bon, les mises à jour mineures fonctionnent. C'est juste les mises à jour majeures, quand vous passez par exemple de Mountain Lion à Mavericks avec votre Hackintosh, il faut faire gaffe. En général il y a des petits soucis, ça passe pas nickel, il faut changer des petits paramètres de boot, réinstaller des kexts, voilà, c'est jamais, ça se fait jamais sans petit bobo, quoi. Et j'imagine que quand on va passer de Mavericks à Yosemite, je me poserai la question, en gros, est-ce qu'il faut faire l'update ou est-ce qu'il faut carrément réinstaller from scratch, comme on dit, c'est-à-dire faire une install clean, quoi. Voilà, donc j'irai vous dire que je vous recommande pas de faire, je sais que je vais en faire bondir certains là, mais je vous recommande pas, si c'est votre machine de prod, si vous avez une tour que vous avez voulu faire, genre un Mac Pro pour bosser en vidéo, un truc un peu musclé, si vous êtes derrière un routeur et que vous avez un firewall qui traîne, ou vous êtes dans une boîte, ou enfin voilà, que votre Mac n'est pas spécialement en direct sur le net, vous pouvez ne pas faire les mises à jour. Je pense que vous n'allez pas avoir votre ordi qui va se transformer en zombie comme ça arrive assez facilement sur Windows, quoi. Qui plus est, si vous avez aussi toutes vos applications sont quand même installées proprement, de source sûre, il n'y a pas de raison que vous ayez des vers qui se soient glissés dans votre Mac ou quoi que ce soit. Donc encore une fois, ça roule plutôt pas mal sans faire exactement au jour près les updates. Alors, Yosemite, le nouveau OS 10, qu'est-ce que j'en pense par rapport aussi à iOS 8? C'était donc l'annonce de la semaine dernière, ça a fait évidemment l'actualité, donc tout de suite grosse. Alors en plus, je dirais pas grosse levée de bouclier, mais il y a eu quand même un gros débat, et plus ou moins pas un clash, mais il y a toujours, vous savez, la guéguerre Mac, Windows, Linux, Windows, Android, iOS, Android, etc. Donc les petites guerres de clochers un peu débiles, parce que franchement ça fait avancer rien du tout. Il y a beaucoup de trolls en même temps, il y en a beaucoup qui s'amusent à faire ça, et j'avoue que ça marche à tous les coups. Vous balancez un bon gros troll, ça marche à tous les coups. J'ai été globalement séduit par plusieurs choses. D'une part, l'interface qui devient... alors, j'aime pas le flat design, donc bon, c'est clair que vous pouvez dire, tiens, c'est bizarre, il aime pas le flat design, il a été séduit. Donc, j'ai été séduit par la convergence. J'aime pas, d'un point de vue subjectif, j'aime pas le look. Je trouve ça... on reprochait à Windows XP d'être play school, par exemple, de faire vraiment jouer pour enfants. Bah, là, pour être honnête, on va carrément dans cette direction. C'est pas aussi moche que Windows XP, bien sûr, mais... parce que c'est super bien poli, il y a beaucoup d'unités, c'est propre, mais ça reste quand même un truc, ça fait un peu Mickey, quoi. Mais bref, ça c'est purement subjectif, vous avez le droit de pas être d'accord, tapez pas. Par contre, la convergence c'est intelligente, c'est-à-dire que quand on regarde la façon dont on refait les icônes, les barres de menu, là par exemple, si vous regardez mon Safari, là, cette barre de métal brossé, elle a rien à faire avec le reste maintenant de iOS et le reste du système, quoi. Il y a plein de trucs qui sont encore plein de dégradés, de bevel, et ça marche plus, quoi. On n'est plus dans ce temps-là, quoi. Pareil quand vous regardez dans
dans iTunes, etc. Il y a encore du métal brossé dans tous les sens. Enfin bon, c'est des trucs qui ont super mal vieilli. Et quand on prend un iPhone et qu'on allume iOS, du coup, forcément, on n'a pas du tout l'impression d'être chez la même boîte, quoi. Donc, évidemment, c'était quand même nécessaire. On aime ou on n'aime pas, mais je trouve qu'en tout cas, la convergence est réussie. Donc voilà, quand on regarde, bon, j'imagine qu'elle va pas faire la mise au point, mais là, je suis sur iOS 7.1.1. Quand je regarde mon Mac, quand je regarde mon téléphone, j'ai pas du tout l'impression d'avoir la même expérience utilisateur, quoi. Donc la convergence est réussie, c'est moche selon moi, mais c'est réussi. Au moins on aura un univers cohérent. Et le deuxième truc qui m'a plu énormément, c'est Continuity, bien entendu. On est énormément de personnes à avoir plusieurs périphériques de chez Apple, parce que bon, ils ont bien réussi à nous rendre captifs, même si mon téléphone, mon autre ligne, c'est un Android. Et donc le fait de pouvoir continuer à saisir un email ou ce genre de truc, alors ce n'est que le début, pour l'instant c'est assez anecdotique. Je saisis un email, je me rends compte que j'ai écrit un roman et j'ai envie de passer sur mon Mac. Ça n'arrive pas tous les jours non plus. Mais bon, vous êtes en train de poireauter à la gare, des trucs qui me sont arrivés, voilà, pour prendre un exemple particulier. Vous êtes en train de poireauter à la gare ou à l'aéroport, on vous demande un truc pour le bureau, vous commencez à le saisir sur votre iPad, et puis vous commencez à le saisir, ça prend du temps, enfin le message est un peu long, et vous vous dites tiens, bon bah là je vais embarquer par exemple, ou je vais monter dans le train. Puis une fois que vous êtes dans le train, vous levez votre laptop, hop, je lève l'écran, poum, et vous continuez la saisie de votre message. Il faut avouer que c'est quand même plutôt bien foutu et bien pensé, et que même si pour l'instant je trouve ça juste anecdotique, puisque c'est juste, à mon avis, une toute petite porte d'entrée dans un truc qui peut être beaucoup plus vaste, on peut imaginer des choses assez folles à ce niveau-là, en particulier au niveau iPad, quand ils seront peut-être un peu plus puissants, si jamais, par exemple, il y a une version, on a vu par exemple Lightroom Mobile qui est sorti chez Apple, chez Adobe, pardon, qui vous permet de faire des modifs, et puis ça synchronise avec les fichiers bruts via le cloud ensuite sur votre machine principale. Ce genre de délire-là, ça ouvre quand même des portes pas mal pour les mecs qui sont mobiles et qui travaillent un peu à droite à gauche sur plusieurs périphériques. Donc je suis assez excité à l'idée, j'attends de voir ce que ça va donner. Connaissant Apple et la façon dont ils arrivent à entraîner les développeurs avec eux, je pense qu'une fois que les développeurs auront intégré ce truc-là, il y aura moyen d'avoir des trucs vraiment, vraiment mortels avec Continuity. Après les autres annonces, je ne vais pas revenir dessus en détail parce que si vous allez sur Apple Insider, vous avez tout un article qui fait 12 km sur toutes les nouveautés de la WWDC, DC, voilà, Developer Conference. Donc c'est pas la peine de revenir dessus, mais c'est vraiment les deux trucs, à mon sens, qui justifient la mise à jour, quoi. Donc après, bon, il y a le nouveau langage de prog, bon, personnellement je m'en fous, je développe pas des applis. Et puis il y a tous les petits gadgets pour quand on saisit des mails, faire les petites flèches, enfin tous les petits trucs qui ont été montrés, qui sont cool, mais bon, voilà, c'est pas non plus, c'est petit pas par petit pas, c'est à l'Apple, c'est-à-dire que les choses sont très étudiées, très propres, il y a pas un truc plus haut que l'autre, enfin, c'est pas toujours des pas de géant. Sauf quand ils nous font le délire et au fait on va sortir un téléphone, bon c'est ça arrive tous les 10 ans, mais sinon c'est quand même plutôt bien fait, ils lancent jamais des trucs en se plantant complètement sur leur système. Ici, à leur arrivé de se planter, mais globalement en ce moment ils se plantent plus trop quand même. Donc ce truc de continuity, je pense que ça va forcément marcher le temps que tout le monde l'adopte et que les développeurs puissent l'intégrer dans leur système. Alors le truc avec iOS 8 maintenant, je vous en parle parce qu'effectivement, puisque maintenant on va lier les deux et qu'on va pouvoir travailler avec les deux avec Continuity, c'est quand même important de savoir ce qui se passe sur iOS 8. Et puis de toute façon, la plupart d'entre vous qui montent des Hackintosh, vous êtes entrés aussi dans le monde Apple peut-être via un iPhone, ou via un iPad ou via les deux. Et donc ça peut être un argument sur votre Hackintosh de pouvoir aussi continuer à utiliser un autre iOS device, quoi. Alors c'est vrai que sur le Hackintosh, il y a un souci, c'est que la plupart du temps iMessage ne marche pas. En tout cas pas chez tout le monde, et ça c'est un petit peu chiant. Il y a des pages entières sur des forums de gars qui trouvent pas comment faire marcher iMessage. Sur mon Hackintosh, je vais pas vous mentir, ça marche pas. Quand je me log dans iMessage, il me dit qu'il peut pas se loguer, en gros, que je me fais jeter. Et quand je vois les manips nécessaires en fait pour le faire marcher, il faut changer des paramètres de boot, etc. Enfin, bon, je me dis, j'ai mon iPhone à côté, j'ai mon Mac, mon portable. Ils ont tous les deux iMessage, ça suffit, j'ai pas spécialement besoin de l'avoir sur mon Hackintosh, quoi. Néanmoins, si c'est votre seul périphérique où vous pouvez faire du iMessage, c'est vrai que ça peut être pratique de vous y pencher, quoi.
Tout ça pour dire tout ce qui a été fait au niveau de l'ouverture de iOS, je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est un truc que Steve Jobs aurait jamais fait. Très clairement, je le vois mal dire on va permettre l'utilisation de claviers tiers, quoi, qui est un truc typiquement Android. Pareil pour le système des extensions, c'est-à-dire de permettre à des applications d'installer des trucs que d'autres applications vont utiliser, sachant l'univers très fermé de iOS, avec chaque application, vous savez, c'est dans un bac à sable pour éviter qu'elle puisse communiquer avec les autres composants directement et donc potentiellement d'atteindre la sécurité, etc. Blablabla. Ce qui est très bien d'ailleurs, hein, mais bon, du coup ça ferme un petit peu des choses, donc tout ça c'est plutôt très bien, c'est le début de peut-être quelque chose d'encore plus sympa à venir. Ça, juste pour la petite anecdote quand même, ça me fait quand même bien sourire. Je suis pas fan Android ou fan Apple, hein, vous l'avez compris depuis le début, j'ai les deux de toute façon. Mais ça me fait quand même assez bien marrer de la façon dont Tim Cook, pendant la conférence, va tracher un truc sur Android, en disant que c'est pas sécurisé, que c'est fragmenté, ce qui est vrai en plus, hein, le marché est hyper fragmenté. 15% de gars qui tournent sur la dernière version de Android, KitKat, alors que iOS 7 a été massivement adopté, évidemment ça fait sourire. Et puis 5 minutes après, il annonce des trucs qui viennent d'Android. Clairement, le délire de la saisie prédictive, c'est exactement ce qu'on a sur Android depuis assez longtemps. L'installation de clavier tiers aussi, et le système des extensions aussi. Tout ça, ça vient de trucs qu'on a piqué chez Android. Alors c'est de bonne guerre parce que Android pique des trucs chez iOS, iOS pique des trucs chez Android. Bon, il y a des choses que vous êtes obligé de faire si vous avez un système d'exploitation de téléphone que vous ne pouvez pas ignorer. Et je pense que ce système de clavier était un truc maintenant incontournable. Ce qui fait que vous devez vous résoudre finalement à faire comme la concurrence. Ce serait idiot de vouloir rester dans son truc et de dire non, je l'adopte pas, alors que c'est un truc que tout le monde veut maintenant. Donc en ça, on revient un petit peu à la raison. On verra comment ça va être suivi. Il y a pas mal de problèmes d'ergonomie, notamment quand on regarde, quand on peut saisir un message dans la fenêtre message. Vous avez le message vocal, et ça c'est cool, le fait de pouvoir s'envoyer des messages vocaux et puis d'y répondre juste en tendant l'oreille. Enfin, niveau ergonomie, c'est quand même super bien pensé à ce niveau-là. Par contre, un truc qui est mal pensé, c'est qu'il y a deux icônes micro par exemple. Donc il y a le micro de je parle pour que ça traduise en message, et il y a l'icône micro pour que ça envoie un message audio. Et c'est la même icône pour deux trucs complètement différents. Et ça, je vous parie que vous allez vous planter assez régulièrement. C'est-à-dire vous allez appuyer sur un pour faire l'autre. Et inversement, donc il y a des petits trucs comme ça où je me demande comment ça va évoluer, mais bon, c'est des petits détails quoi. Il y a un truc dont j'ai pas parlé aussi, même si je trouve la convergence bien foutue, et que puisque là on parle d'idées que Apple a un petit peu chouravé à d'autres personnes, très clairement il y a le nouveau Spotlight. Donc je sais pas si vous utilisez Spotlight pour lancer des applications, mais c'est vrai que quand vous allez dans la petite loupe, vous tapez photo, et puis poum, il y a Photoshop qui va apparaître. Et on peut pas faire grand chose. Il y a en fait une application qui s'appelle Alfred, voilà, que je viens d'appeler ici. Vous faites Alt, alors moi c'est Alt barre d'espace, et quand je tape Photoshop, ça va me chercher. Si je tape Adobe, ça va me chercher tout ce qui correspond à Adobe. Si je cherche un contact, je vais taper Nicolas Chaunu, qui est le boss de tuto.com, et Gaël du support de tuto, donc ça sort dans mon carnet d'adresses. Je peux faire des opérations, 10 plus 10, il va me faire 20. Je peux faire une recherche sur Google. Si je tape OS X Yosemite, il va me dire est-ce que tu veux chercher sur Google, Amazon, Wikipédia. J'ai tapé tout Yosemite, voilà. Si je veux savoir qu'est-ce que c'est que Yosemite, je vais aller chercher boum dans Wikipédia. Donc vous voyez, il y a plein de trucs qui sont faits avec Alfred, qui ont été intégralement repompés dans le nouveau Spotlight de Yosemite, ce qui est très bien, hein, je trouvais c'est bien que ce soit intégré au système. Alors je plains un petit peu les développeurs d'Alfred parce que clairement leur truc ça va être intégré au système, donc je vois mal ce qu'ils vont pouvoir proposer de plus. Et si on va plus loin que ça, il y a toute la communauté Ubuntu qui s'est pas alarmée, mais qui s'en dit Apple nous a piqué un truc, ils ont piqué les lens de Unity. Donc Unity c'est l'interface de Ubuntu par défaut. Et en gros, le menu qui correspond au menu démarrer, le menu Ubuntu, quand vous l'activez, vous avez, alors je ne l'ai pas sous la main, mais voilà, hop, quand vous l'activez, vous cliquez sur le bouton Ubuntu, vous tapez quelque chose et ça peut vous lancer une application, ça peut vous donner des résultats qui viennent d'Amazon, ça peut vous sortir tout un tas de trucs. Et sur la droite, vous avez ce qu'on appelle des lens, c'est-à-dire des filtres, qui vous permettent de chercher un truc particulier. Donc là, par exemple, vous avez une lens
YouTube, qui fait que ça vous sort des résultats de vidéos. On voit ici, je tape, je suis sur le omgubuntu.co.uk, qui a fait un article sur les 10 meilleures lens pour Unity. Il y a des trucs vraiment cool, par exemple Cities, vous tapez une nom d'une ville, il vous sort le Google Maps, l'heure dans la ville, la météo et ce qui fait du vent, quoi. Donc tous ces trucs là c'est quand même bien mortel. Il y a pareil pour les torrents, pareil pour Spotify, etc., etc., quoi. Et dans Alfred c'est pareil, il y a plein de trucs cool. Par exemple, si vous tapez trash, vous pouvez avoir la corbeille. Empty trash, ça va vider la corbeille directement. Enfin, il y a plein de trucs qui sont faits avec alt espace. Donc tout ça c'est génial. C'est juste que bon, c'est présenté comme une nouveauté majeure, sauf que ça existait déjà. Ça existait déjà sous Linux. Ça existait déjà avec Alfred, et il y avait même à l'époque un truc qui s'appelait Quicksilver, je crois, enfin je sais plus, pour faire des raccourcis et lancer des trucs rapidement. Et j'ai pas checké sous Windows, mais bon, sachant que sous Windows il y a tout, il y a bien une application qui doit faire la même chose sous Windows. Vous tapez, je sais pas, Windows espace, et poum, ça vous sort un panneau au milieu, et vous pouvez lancer des trucs et des machins, et faire des recherches, etc., y compris dans le menu démarrer, quoi. Donc bon voilà, c'est tout ça pour dire, c'est très bien que ça arrive avec Yosemite. Je trouve la convergence avec iOS bien foutue, l'unification du look est bon, subjectivement je trouve pas ça joli, mais au moins on aura la même chose d'un périphérique à l'autre, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je me dis c'est la première pierre d'un truc qui va probablement être très prometteur à l'avenir, y compris si Apple se met à faire des télés, si Apple se met à faire des montres, enfin si Apple se met à faire des voitures, je sais pas, mais je pense qu'ils ont cerné enfin ce que les gens attendaient en matière d'unification. Et quand je vois le temps que passe Ubuntu à dire on est les premiers à vraiment parler de convergence et tout, je me dis les gars quand même, voilà, Apple est quand même en train de s'y mettre sérieusement. OS 10 restera OS 10, hein, on n'aura pas un truc où on va utiliser la même interface, mais c'est fait intelligemment. Ils ont gardé tous les meilleurs traits de OS 10 pour que ce soit un truc pour ordinateur. Et iOS, ils l'améliorent pour que ce soit un bon truc de périphérique mobile, que ce soit petit ou grand. Et d'ailleurs, je suis curieux de voir comment ils vont adopter une interface pour la iWatch qui maintenant, on est sûr que ça sortira, de ressortir à l'automne, quoi. Donc je suis curieux de voir comment leur iOS pour iWatch sera présenté en termes d'ergonomie. Donc tout ça pour dire, il y a beaucoup de gens qui se prennent un peu la tête sur la convergence, notamment chez Ubuntu. Mais il n'y a pas grand chose qui bouge, parce qu'évidemment c'est pas les mêmes moyens, et Apple arrive et boum, ils sortent un truc où ben, c'est quand même plutôt bien foutu, c'est plutôt intelligent, et vous allez voir que c'est vers là qu'on va s'aligner, c'est-à-dire que très clairement les gens vont s'aligner sur ce que fait Apple à ce niveau-là, quoi. Donc j'attends de voir la réponse chez Ubuntu, histoire de voir un petit peu comment les choses vont se passer, puisque les premiers Ubuntu Phone doivent sortir aussi fin 2014. Donc on va voir ce que c'est les premières expériences de convergence entre un OS desktop et un OS téléphone. Parce que ça fait un moment que les deux cohabitent, mais il n'y a jamais personne qui s'est vraiment pris la tête pour que l'interface soit vraiment bien imbriquée. Donc là ça y est, ça commence à arriver. Donc en gros pour le Hackintosh, pour revenir un petit peu sur nos premiers moutons là, est-ce que ça va valoir le coup de faire la mise à jour ? Si vous n'avez pas de périphérique iOS, si vous n'avez pas de iDevice en gros, je pense que non. Tous les petits aiguilles qui ont été rajoutés dans Yosemite, c'est cool, mais comme je viens de vous dire, c'est des machins qu'on peut déjà avoir plus ou moins avec des applications tierces, donc c'est pas la mise à jour la plus obligatoire que j'ai jamais vue. C'est cool pour le look. Alors si vous aimez le look, si vous aimez le flat design et que vous trouvez ça joli, ben faut avouer que tout est bien unifié et tout est un peu plus moderne. On vire un petit peu tous les métals brossés là qui traînent encore dans Mavericks, qui sont un petit peu datés. Mais bon, est-ce que c'est vraiment important pour bosser ? Je veux dire, moi quand je suis dans Photoshop en plein écran, je m'en fous que derrière ce soit du flat design ou du bevel ou du métal brossé ou je sais pas quoi, puisque de toute façon c'est Photoshop en plein écran, donc à la limite derrière ça pourrait être joli ou moche, que je m'en fous quelque part, quoi. Donc voilà, si vous avez des iDevice, je pense que ça vaut le coup de faire une mise à jour. Si vous en avez pas, clairement ben, ce délire de continuity va pas forcément vous servir à quelque chose. Quoi qu'il arrive sur votre Hackintosh, faites attention, c'est une mise à jour majeure. Ils n'ont pas changé tout le noyau et ils n'ont pas fait d'aussi gros progrès en termes de noyau que ce qui a été fait de Mountain Lion à Maverick. Mais ceci dit, méfiez-vous, je suis à peu près certain que quand Yosemite va sortir et qu'on va faire la mise à jour ou qu'on va essayer de l'installer sur nos Hackintosh, il y aura des petits bobos, quoi. Clairement, ça, je suis pas sûr que juste faire update, je redémarre et ça marche. J'y crois pas trop. Et sachant que moi j'ai mon Hackintosh, c'est une machine de prod, je vais quand même bien faire attention. Et ça, faire attention, ça veut dire vous laissez les autres y aller, essuyer les plâtres. Il y a toujours des geeks qui vont y aller installer le premier soir sur la Hackintosh.
et vous attendez qu'il y ait un gars qui ait une config similaire à la vôtre et qui dise oui ça marche ou, oui, ou non ça marche pas. Donc moi j'attendrai de voir ce que ça donne sur un X79, sur cette carte mère, parce que c'est ça le plus important, c'est la carte mère qui compte. La carte graphique, il n'y aura pas de raison qu'elle ne marche pas, puisque bon, elle est déjà supportée dans Mavericks. Et puis une fois que je serai sûr que Yosemite fonctionne, je pense que je l'installerai, puisque bon, j'ai un iPhone et un iPad. Et le fait d'avoir une convergence entre les deux, de pouvoir saisir des trucs, et que vu que je suis souvent en déplacement ou que je change de pièce dans l'appart ou ce genre de trucs, ça moi par contre ça m'intéresse pas mal, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais il faudra prendre des précautions pour l'installer. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le Hackintosh. Le Hackintosh 6 mois après, plus ou moins, parce que voilà, je l'ai installé en courant janvier, j'ai fait ma vidéo début février, donc là on est début juin, donc c'est pas tout à fait 6 mois exactement par rapport à la vidéo, mais j'ai un petit peu vécu avec, ça marche globalement très bien. Quelques petits crashs à la con que j'impute, a priori ça a l'air d'être Steam, même si comme je vous l'ai dit, j'en suis pas sûr. En tout cas, rien qui ne m'empêche de produire, puisque quand Steam n'est pas lancé, j'ai jamais eu de crash, donc c'est pour ça que je pense avoir trouvé le coupable, même si c'est pas certain. On peut bosser avec, on bosse très bien avec, les performances sont les mêmes qu'avec un vrai Mac, il n'y a pas d'embrouille. Le rapport qualité-prix est imbattable, vraiment imbattable. Si vous aviez un doute au début, dites-vous que là il n'y a pas de doute. Franchement, la machine que je me suis montée au prix où je l'ai montée, qui a les perfs d'un Mac Pro qui fait 2 fois et demi le prix, voilà, c'est clairement imbattable. Les updates mineurs sont censés marcher, mais je ne les ai pas faites parce que j'ai pas voulu prendre de risques, puisqu'encore une fois c'est une machine de prod, c'est pas une machine pour juste m'amuser. Donc à la limite avec un petit coup de time machine ou ce genre de truc, j'aurais pu les faire, et si ça marche pas, je balance un time machine et je restaure mon disque dur et puis je reboot sous l'ancienne version. Mais comme j'ai pas envie de perdre une matinée à mettre les mains dans le cambouis, je l'ai pas fait. Et en ce qui concerne la prochaine mise à jour, enfin le prochain système, donc Yosemite, qui vient d'être annoncé, je trouve ça plutôt pas mal, c'est plutôt malin, il y a plein de trucs bien foutus qui convergent bien avec iOS. Et donc clairement, si vous avez d'autres périphériques iOS, je vous recommanderais, y compris sur vos Hackintosh, de faire la mise à jour. En plus c'est gratos, donc là-dessus ils ont encore une fois un petit peu calmé tout le monde, puisque ce sera gratos, donc comment ne pas être tenté de faire la mise à jour, j'ai envie de vous dire. Le seul truc c'est que si c'est un Hackintosh, évidemment faites gaffe, faites bien une sauvegarde avant de vous lancer quand ça sortira à l'automne là, ou inutile de vous dire que si vous voulez faire la version bêta qui va sortir cet été, alors là carrément faites super gaffe, ça reste une bêta qui d'une part peut planter déjà sur un vrai Mac, et sur un Hackintosh n'en parlons pas, donc allez-y vraiment avec beaucoup de précautions, et c'est pareil d'ailleurs pour iOS 8 sur votre téléphone ou sur votre tablette. Donc voilà, ça augure de bonnes choses. Je suis pas toujours vraiment satisfait à fond, je suis pas un fanboy Apple. Là, la conférence m'a paru aller dans le bon sens. La micro-ouverture vers le monde extérieur de iOS, plus une convergence assez maligne, un petit peu timide pour le moment, mais plutôt bien foutue des deux. Et je me dis que d'ici 2 ans, on aura probablement une vraie bonne convergence avec des périphériques qui puissent vraiment communiquer de manière vraiment transparente, à coup de hotspot, à coup de je détecte qu'est-ce qu'il y a autour de mon ordi pour que hop, je puisse récupérer le contenu automatiquement. Enfin, tous ces trucs-là vont être améliorés. Et je pense que ça va vraiment améliorer notre productivité, et c'est toujours ça que je garde en point de mire, c'est que le Apple pour le Apple ou le système pour le système, je m'en fous. La question c'est est-ce que ça me fait mieux bosser? Si ça me fait mieux bosser, oui, je le prends. Voilà. Et a priori, de ce que j'ai vu de la conférence, ça devrait nous faire mieux travailler, donc je trouve ça plutôt pas mal. J'attends la réponse des autres avec une relative impatience, notamment chez Ubuntu. Chez Microsoft, j'en parle même pas puisqu'on a vu ce que ça donnait. Ils sont empêtrés dans des délires d'interface de est-ce qu'on remet le menu démarrer, est-ce qu'on le remet pas, finalement il va revenir mais en 2015, enfin tout ça est une grosse blague. Donc Windows 8 je le trouve bien, et d'ailleurs le délire des tuiles etc, je trouve ça plutôt bien fait, mais ils s'y sont tellement mal pris, et ils ont perdu tellement de temps que clairement ils vont prendre 1 ou 2 ans dans la tête assez facilement, et puis je pense qu'ils se réveilleront, mais bon là clairement on n'en parle pas parce que c'est ni fait ni à faire, c'est en cours, et pour l'instant leur convergence est juste anecdotique, quoi. C'est pas un truc qui existe vraiment. Et puis bon, pour le boulot d'un point de vue designer, hein, qui est complètement sur Windows 8 avec un Windows Phone et une tablette Windows? Pas grand monde, donc il faut avouer que c'est juste des outsiders, et pour le moment il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter pour Apple. Voilà pour le petit panorama de tout ça, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas
à m'interpeller sur la channel YouTube. Je vous rappelle ma page Facebook qui est facebook.com/julien.uk. Que voici. En plus, il y a le nouveau look des pages d'ailleurs qui devrait pas tarder à arriver suivant votre profil. C'est en train d'être déployé, donc la page ressemblera peut-être pas à ça. Donc là-dessus, il y a une petite communauté. On est 4500 maintenant à être sur la page. Donc pareil, vous pouvez m'envoyer des messages. C'est là-dessus que je poste mes derniers tutos, mes dernières prods. Toutes les petits liens d'inspiration, ce qui me plaît un petit peu au jour le jour, il y a un petit peu tout, voilà. Ça parle de jeux vidéo, de musique, de cinéma, et évidemment de petites geekeries comme on vient d'en faire là avec le carnet du geek sur le Hackintosh. Le prochain épisode du carnet du geek, je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas posté, mais c'est assez chronophage en fait de faire ça, et puis j'essaye de le faire quand j'ai quelque chose à dire, je vais pas juste faire des épisodes pour vous raconter n'importe quoi. Puisqu'on a parlé donc de Ubuntu et de Unity et des Lens, je vais vous parler la prochaine fois de Ubuntu dans l'épisode qui sera 5, j'imagine, je me souviens même plus où on en est, c'est dire à quel point. Voilà, l'épisode 4 c'était le shoot DSLR en studio, donc l'épisode 5 c'est celui d'aujourd'hui. Et l'épisode 6, on va parler de Ubuntu, et de Ubuntu en particulier pour les créatifs. Donc tout ce qui est développement photo, alternative à Photoshop, alternative à Lightroom, alternative à Camera Raw. En gros, peut-on survivre sous Ubuntu quand on vient d'ailleurs, donc d'un PC sous Windows ou d'un Mac, avec le Creative Cloud. Comment on fait pour La question c'est pas est-ce qu'on peut, parce qu'évidemment il n'y a pas le Creative Cloud, donc il y a plein de trucs qui vont vous manquer. Et tout le confort du Creative Cloud où avec un abonnement en un clic, poum, vous avez toutes vos applications, et puis vous pouvez synchroniser vos fichiers, etc. Donc ça n'existe pas, malheureusement. Et Adobe n'a pas de plan de sortir ça sous Linux, je vous le dis tout de suite. Des retours que j'en ai eu de chez Adobe, qui l'a toujours démenti, ils ont toujours dit il n'y a pas de plan pour le moment. Donc les infos que j'ai sont les infos qui sont publiques, mais on me l'a confirmé, il n'y a pas de plan pour en faire un sous Linux, donc à ce niveau-là, détendez-vous. Donc comment on fait pour survivre? Comment on peut faire du Illustrator sans avoir Illustrator, faire du Photoshop sans avoir du Photoshop? Ce sera le menu du carnet du geek épisode 6, ça sera sur Ubuntu, mais vous pourrez adapter sans trop de soucis ce que je vous raconterai dans les autres distribs, en particulier Fedora, SUSE, tout ce que vous voulez, sachant que c'est un peu plus facile sur Ubuntu, puisque comme c'est une distribution très populaire, on trouve beaucoup de sources de soft, donc ce sera un peu plus facile de le faire sur Ubuntu. Voilà pour le programme à venir, merci de m'avoir suivi. J'attends vos commentaires et vos réactions à tout ça, et je vous dis à très bientôt. Ciao!